Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Tchadanthropus TV. Nous avions décidé pour une fois, et comme nous vous l'avions promis d'ailleurs, d'accueillir sur le plateau de Tchadanthropus TV M. Mamataer Ali Nanaye, fonctionnaire des affaires étrangères au Tchad, qui a subi des atrocités sans commune mesure et qui a décidé de parler, de dire ce qu'il a vécu sur les plateaux de Tchadanthropus TV. Nous voudrons noter aussi qu'à travers Mamataer Ali Nanaye, qui est un fonctionnaire connu et qui connaît les rouages de la communication, beaucoup de Tchadiens subissent dans leur quotidien, dans leur chair, les atrocités, ça et là, du régime qui est en place au Tchad. Merci. Monsieur Mamataer Ali Nanaye, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Tchadanthropus TV. Je voudrais dire à nos téléspectateurs, comme je vous ai introduit tout à l'heure, que vous êtes un fonctionnaire des affaires étrangères du Tchad, ce que vous affirmez. Tout à fait. Et que vous avez subi des atrocités. Absolument. Nous vous laissons le raconter à vos téléspectateurs, aux Tchadiens qui vous regardent. D'accord. Merci Tchadanthropus de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui et surtout de relater les faits assez violents que j'ai subis quand j'étais encore au Tchad, il y a de cela quelques années. En effet, il y a de cela plusieurs jours, donc, quand j'étais encore au Tchad, un soir, je venais en fin d'après-midi d'accompagner le président congolais qui avait assisté à une cérémonie officielle, un sommet de la CEAC. En votre qualité de? En qualité de diplomate accompagnateur du d'accord. président Sassou Nguesso. D'accord. J'avais fini ce travail-là, qui a duré 3 jours donc, et j'ai rentré, non pas chez moi, mais chez mes amis, là où j'ai l'habitude d'aller passer du temps, très souvent dans la soirée, avant de rentrer chez moi, me coucher. En effet, tout s'était passé normalement. Lorsque j'ai quitté ses amis à Sabangali, un quartier que tous les Ndiamènes connaissent, et que j'ai décidé de rentrer chez moi, il était autour de 23h30, minuit et moins. J'arrive, je passe devant même la présidence, j'étais dans mon véhicule tout seul, comme d'habitude, et arrivé au niveau de l'ambassade, de la résidence de l'ambassade de France, où je prends à droite, forcément, direction Farsha, au bout du mur du nouveau immeuble de l'ORTV, j'ai été bloqué par devant et par derrière par 2 véhicules. Ils m'ont obligé à baisser la vitre puisque mon véhicule était fermé. Dès que j'ai baissé la vitre, j'ai reçu un coup de poing directement sur la figure. Les véhicules, vous avez pu voir leurs immatriculations? Non. Non, okay. Je n'ai pas pu remarquer. Et là, je crois que c'était un choc assez brutal. Je ne m'y attendais pas du tout. Ils m'ont sorti de mon véhicule. L'intensité des coups a augmenté aussitôt. J'ai été battu. 2, 3 personnes. Ils étaient nombreux, au moins 4 qui sont descendus, donc de 2 véhicules, au moins 4. J'ai été battu et quelques instants plus tard, je ne me rendais même pas compte où j'étais et je crois que j'étais un peu évanoui. J'étais vraiment sonné. Vous avez perdu connaissance? J'ai perdu connaissance, je crois. Et là, ce qui s'était passé, je ne le sais pas. Jusqu'au lendemain, j'ai demandé à aller aux toilettes. Toute la nuit, ayant passé dans une pièce fermée, menotté, le bras droit, menotté à ma jambe droite. J'ai passé toute la nuit dans cette situation-là, dans cette position-là. Le lendemain, matin, j'ignore l'heure, on est venu toquer à la porte et j'ai demandé aussitôt à aller aux toilettes. On m'a accompagné, ils ont détaché la menotte de ma jambe droite, mais
Mon bras est resté menotté. Un monsieur m'a tenu, il m'a guidé jusqu'aux toilettes à l'extérieur. Là, il a enlevé la menotte, il m'a laissé entrer aux toilettes. Quand j'ai eu fini, je suis sorti. De la même manière, il m'a reconduit dans cette pièce-là. Je suis resté 5 jours dans cette pièce. Le soir, on me donnait des haricots, je crois, un plat de haricots à manger. Et vous ne saviez pas où ce que vous étiez? Je ne savais pas où ce que j'étais parce que je n'ai jamais mis pied dans cette enceinte-là. Et quand vous êtes enfermé, vous ne savez pas où ce que vous êtes? Mais je ne savais pas. Je ne le savais pas. Absolument. Et chaque jour, à des heures différentes, plusieurs personnes séparément venaient et ils me posaient des questions. Des fois, ils sont violents. Certains sont violents. Des questions du genre? Des questions du genre, qu'est-ce que pourquoi, d'abord, je suis très critique envers le régime, et de deux, quelles sont mes relations avec l'opposition. D'accord. Ils ne me laissent même pas le temps de dire mais quelle opposition, ils ne me répondent pas, et ils me posent la question, je dis mais je ne suis pas de l'opposition, je suis ici fonctionnaire, je suis diplomate. À chaque fois, c'est cette réponse-là que je leur donnais. Apparemment, ça ne leur satisfaisait pas. Ils allaient, ils revenaient. Très souvent, dans le couloir, ils restent avant de revenir me poser la même question. Donc, en clair, c'est une sorte d'interrogatoire. Et une sorte d'interrogatoire, exactement. Ah, la question est toujours la même. Et certains me violentaient parce qu'il y en a qui me giflaient. Malgré mes premières blessures, il y en a qui me giflaient. Ils sont pratiquement furieux. Ils parlent français, ils parlent très bien français. Ils parlent arabe. D'accord, arabe local. Arabe local ou oui. Classique. Arabe local. Arabe local. Ils m'interrogeaient en arabe. En arabe tchadien. Voilà. Apparemment, ils savent peut-être pas le français, mais en arabe tchadien. D'accord. Voilà, ils s'expriment en arabe. Jusqu'à cette scène a duré donc presque 5 jours. Au 5e jour, le matin, quand ils m'ont sorti pour aller aux toilettes, j'ai rencontré, du moins une personne, parmi tout ce monde-là, m'a reconnu. Et moi aussi, je pense l'avoir reconnu. Il m'a appelé par un nom, si j'ose dire, c'est pas un nom, c'est un pseudo. Voilà, Excellence, qu'est-ce que vous faites ici? Quand je l'ai fixé, effectivement, cette personne-là, je la connais. Donc nous en conviendrons que vous ne voulez pas nous dire son nom parce que c'est assez sensible. Absolument, je préfère ne pas le nommer. Donc, ils m'ont emmené quand même dans la salle, au 5e jour, ils m'ont ramené. Malgré que cette personne m'a reconnu, ils m'ont menotté, le monsieur est sorti, il a fait... Cette personne dont je tairai le nom m'a reconnu. Il a réagi en m'appelant « Excellence, qu'est-ce que vous faites ici ?» Je n'ai pas eu le temps de répondre, puisque je ne savais pas la réponse moi non plus. Et ils m'ont ramené dans la pièce. Menotté, le monsieur est ressorti, fermé la porte. Et dans le couloir, là encore, ils étaient en train de parler. Il y avait des échanges. Je ne distinguais pas les paroles, mais ils ont discuté. Ils ont discuté, je ne peux pas dire dans quelle langue, mais ils ont discuté. Ils ont échangé pendant 5-10 minutes. Vous écoutiez les murmures? J'entendais des murmures, voilà. Et puis, à peu près une demi-heure plus tard, c'était dans la matinée, déjà 9h, 10h, 2 personnes sont revenues, parmi lesquelles celui qui m'a accompagné aux toilettes, et une autre personne que je n'ai jamais vue. Mais ils sont à peu près semblables, et ce monsieur m'a posé la question, savez-vous pourquoi vous êtes ici? Je me suis dit, mais il est culotté, intérieurement.
J'ai dit, mais comment voulez-vous que je sache pourquoi je suis ici? J'ai dit, ça fait pratiquement une semaine, dans mon raisonnement, j'avais dit ça. Ça fait pratiquement une semaine qu'on m'a battu, on m'a pratiquement séquestré ici. Et vous me demandez pourquoi je suis ici? J'ai dit, je ne le sais pas. Il m'a dit, vous allez repartir. J'ai dit, mais je repars où? Et là, j'ai enchaîné, j'ai dit, mais pourquoi vous m'avez séquestré ici? À ce monsieur que je n'ai jamais vu. Il m'a dit, il ne faut pas demander. Je n'avais rien dit. Il m'a détaché les mains. Il a poussé son collègue qui était à l'entrée, ouvert la porte. Il m'a accompagné dehors. Là, le monsieur qui m'avait reconnu était là. Il m'a salué. Et ils m'ont remis mon téléphone et mes clés de voiture. Qu'ils avaient confisqué quand ils avaient... Bien sûr. Et ils m'ont indiqué où se trouvait la voiture. C'était au fond, sous un arbre. Là, en ce moment précis, je me suis dit, mais je dois être à l'ANS. C'est là que j'ai compris vraiment où je me trouvais, 5 jours plus tard. Je suis allé prendre ma voiture. J'étais vraiment sonné, malgré que 5 jours sont passés. J'étais vraiment sonné. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé mon petit-neveu. Et j'ai demandé à ce qu'on me sorte mon véhicule. Je ne suis pas monté dans mon véhicule tout de suite. J'ai remis la clé au monsieur qui m'a reconnu. Il m'a sorti mon véhicule. J'ai attendu devant la porte. Et donc, quand je suis sorti, j'étais sûr que j'étais à l'ANS. J'ai été retenu à l'ANS depuis. Parce que pile en face de moi, en face du bâtiment, il y avait la CBLT. Là, j'ai reconnu en fait vraiment que j'étais à l'ANS. L'ANS qui est le service... l'Agence nationale de sécurité équivalent de la DDS, sous le régime de Hissène. Voilà, mon neveu est venu et je lui ai demandé de me conduire à la maison et je suis rentré chez moi. Et le lendemain, je suis allé faire un certificat médical auprès d'un médecin. Il faudrait préciser dans quelle antenne médicale? C'est l'antenne médicale française, c'est le centre médical non loin de l'aéroport, là, comment on appelle ça? L'adresse exacte, je ne l'ai pas, mais c'est le centre médical français. Voilà, c'est le centre médical français. Le médecin m'a examiné et il m'a fait donc il m'a établi un certificat médical. En bonne et due forme. Que nous avons d'ailleurs la copie. Je vous avais remis donc une copie. Voilà. Alors, après avoir subi une telle humiliation, après avoir subi une telle violence sur ma propre personne, je me suis dit, mais combien de Tchadiens sont ou bien ont vécu une telle scène? Combien de Tchadiens ont été victimes d'une telle injustice et d'une telle atrocité? Qui peut être, je parle sous votre contrôle, oui. Qui peut être diligenté Bien à sûr. partir du haut, tout comme ça peut être aussi l'effet des personnes zélées. Absolument, absolument. C'est vrai qu'on ne peut pas tout de suite écarter les hauts dirigeants de haut niveau qui auraient diligenté à ma personne. Parce que je ne suis pas un fonctionnaire normal. Je suis un homme politique. J'ai été opposant à Idriss Déby. J'étais rentré en 2003, j'étais donc membre du MDJT avant. Et je suis rentré au Tchad à la suite d'un accord avec le gouvernement tchadien que l'on a signé au Burkina. Et depuis, je suis considéré comme un opposant qui venait de rentrer. Voilà. Et je ne suis pas membre du parti du président non plus. Et forcément, on me soupçonne
D'être en intelligence. D'être en intelligence avec l'opposition, c'est pas du tout donné à des agents, fussent-ils de l'ANS comme ça. D'accord. Donc vous précisez aujourd'hui que ça peut être diligenté du haut. Absolument. Est-ce que vous identifiez quelqu'un dans votre mémoire, ou en réfléchissant, ou en faisant l'analyse, ou en prenant le recul? Est-ce que vous dites, tiens, peut-être dans tel endroit j'ai pu discuter et on m'a entendu, on n'a pas apprécié, ou parce que je suis simplement un ex-opposant qui suis rentré, ou je vous pose la question, est-ce que peut-être par mémoire ça vous revient? J'ai beaucoup réfléchi depuis, mais je crois que ma vie même en N'Djamena est une vie d'opposant. Dans le milieu où je suis, le milieu que je fréquente, très souvent, il nous arrive de s'interroger sur la vie au Tchad, sur la gestion du gouvernement, sur le sens même de notre vie en N'Djamena. Très souvent, je donne mon avis. Et je sais que parmi l'entourage, il y a des gens qui n'apprécient pas ce que je dis. Très bien. Je ne peux pas distinctement dire telle ou telle personne, mais c'est vrai que dans le débat, très souvent, je suis en minorité. D'accord. Et c'est à partir de ce moment où, dès que vous avez retrouvé vos esprits, si j'ose dire, oui, vous avez décidé de dire, bon, N'Djamena n'est pas la place où je peux me sentir en sécurité, et il y a lieu de sortir. Absolument. Comment cela s'est passé? Absolument. Je dois dire que déjà, quelques semaines, quelques mois avant même cet incident, je m'interrogeais sur l'évolution de la situation au Tchad. Je m'interrogeais déjà depuis un certain temps que la vie politique au Tchad est complètement anéantie. Je ne voyais aucune opposition politique réagir malgré les conditions difficiles dans lesquelles nous vivions. Malgré les injustices. Il n'y a pas que cet incident qui m'est arrivé à moi, mais il y en a d'autres. On entend dans la ville de N'Djamena que des personnes ont été injustement tuées même, ou à qui on leur a extrait leurs biens. Et très souvent on dit que ce sont des individus armés, en civil armés. Donc l'insécurité était totale dans N'Djamena. Personne, aucune autorité ne voulait les reconnaître. Mais sur le plan politique, mais nous ne vivions pas. Nous étions inexistants, nous étions complètement, j'allais dire, écrasés. Les citoyens tchadiens, comment j'allais dire, l'espace de liberté des Tchadiens s'est réduit comme peau de chagrin. Il n'y a aucune opposition, il n'y a pas de parti politique qui disent quoi que ce soit sur les injustices. Lorsque aux fonctionnaires, le gouvernement promet une augmentation et qu'un an plus tard, le président lui-même revient en arrière, il dit « je n'ai jamais augmenté », les syndicalistes veulent tout simplement exprimer leur mécontentement. On les avait arrêtés, tous les dirigeants des syndicats, on les avait arrêtés pour les amener dans des prisons loin du territoire. Vous voyez? Et le système décide un jour qu'il a soupçonné des individus, des hommes respectables, de tentatives de déstabilisation des institutions, ça vient du plus haut, on les fait arrêter par dizaines. Moi, je voudrais revenir plutôt, avant qu'on puisse développer les autres thèmes, revenir sur le cas de votre arrestation, de ce que vous avez subi, les atrocités. Je voudrais dire à nos téléspectateurs que vous nous avez fourni les images, qu'on mettra aussi en ligne parallèlement que cette interview. Après que vous ayez décidé de sortir de N'Djamena, je voudrais que vous expliquiez aux téléspectateurs comment vous avez procédé. Et parce que jusqu'à preuve de contraire, si je comprends bien, vous êtes toujours là, fonctionnaire des affaires étrangères. Vous n'avez pas donné votre démission, sauf que vous êtes aujourd'hui ici et par cette interview, par, je pense,
la solidarité que vous avez eu à faire avec les frères et camarades centrafricains, vous êtes en train de vouloir montrer aux Tchadiens que vous prenez position contre le régime d'Idriss Déby Itno. Alors, cette sortie, comment elle s'est procédée? Oui, en effet, depuis cet incident, depuis cette séquestration, j'ai eu comme un déclic. Je ne pensais qu'à quitter le pays depuis cette date-là. Aussi, me retrouvant en France, de fait, je dis que j'ai quitté ce fourneau. Et le premier geste que j'avais posé, c'est de démontrer que je suis en opposition avec ce système-là et je le combats. C'est ce qui explique ma participation en soutien aux Centrafricains qui avaient décidé, il y a quelques jours, de manifester au pied de l'ambassade du Tchad, qui est donc la représentation du système tchadien. En France. En France. Pour moi, il n'y a pas de doute que depuis cette date-là, j'ai pris acte et j'ai pris date. Je suis désormais opposant. Je m'oppose contre les injustices du système Déby. Je combats par tous les moyens ce système-là pour que le peuple tchadien enfin puisse retrouver d'abord la cohésion, l'unité, le respect des uns et des autres et faire en sorte que ce système, qu'on mette fin à ce système. C'est un système d'injustice. C'est un système de mauvaise gestion. C'est un système qui a montré ses limites en utilisant les richesses du pays à des fins partisanes, notamment pour maintenir, pour armer le système, pour se donner les moyens les plus, j'allais dire, les plus durs pour réprimer le peuple, pour effrayer les États qui sont voisins d'ailleurs. Je ne sais pour la recherche de quel leadership, c'est le cas de la Centrafrique. Il l'a déstabilisé, c'est Déby qui a déstabilisé la Centrafrique. D'accord. Est-ce que je parlerai sous votre contrôle que vous avez été opposant, vous êtes rentré, là où vous ressortez pour être opposant, est-ce que vous ne pensez pas que l'opinion publique à qui vous vous adressez et à qui vous expliquez les douleurs qui sont les vôtres, qui sont légitimes, est-ce que cette opinion-là ne se retrouverait pas ne se retrouverait pas un peu désabusée en voyant que vous avez été opposant, vous êtes rentré par rapport à quel panel de réconciliation, et là aujourd'hui vous ressortez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre vos convictions premières et vos convictions d'aujourd'hui? Oui. Il y a 10 ans, je vous disais tantôt que j'étais opposant et nous avons signé le gouvernement et le MDJT que nous acceptions de rentrer. Et personnellement, je dois dire que j'ai pensé contribuer à une évolution, à un progrès dans la gestion de la chose publique au Tchad. J'ai participé là où j'étais, en tant que responsable d'abord. J'étais directeur des immunités, privilèges, actes et documents protocolaires au ministère des Affaires étrangères pendant 3 ans, de 2008 à 2011. Je crois sincèrement avoir fait mon travail pour la République. Et depuis ce temps-là, je n'étais plus responsable et j'avais plus de temps même à consacrer à la réflexion de la situation dans laquelle nous vivions. Je me suis rendu compte au final, avant même que cet événement douloureux m'arrive, que les choses n'ont pas changé. Au contraire, le système était égal à lui-même. Il s'enfonçait
tout ce qui se faisait publiquement, toute décision publique, ressemblait à une injustice pure et simple. La population, sa situation n'a pas changé, ni en termes économiques, alors que le Tchad n'a jamais été aussi riche que ces 10 dernières années. L'enseignement, la qualité n'a pas changé, au contraire, aujourd'hui, les baccalauréats, c'est 8%. Le chômage des jeunes n'a fait que s'aggraver, parce que la jeunesse, on n'y pense même pas au Tchad. On ne pense qu'à caser les siens. On ne pense qu'à caser les siens, comme vous le dites. Même s'ils n'ont pas le niveau, malheureusement. L'administration, tous les cadres, les anciens cadres qui ont étudié, qui ont de l'expérience, sont mis sur la touche. On les remplace par des jeunes qui n'ont ni les compétences théoriques, ni l'expérience professionnelle. Ce sont eux qui dirigent l'administration. Le pays est pratiquement, comment on appelle ça, il y a beaucoup d'éléphants blancs dans notre pays aujourd'hui. Le gouvernement décide de créer des écoles, de fabriquer des établissements scolaires dans lesquels il n'y a ni élèves ni professeurs. Les hôpitaux, les centres médicaux et autres n'ont même pas de matériel, sans parler du personnel. Tout cela concourt à dire, selon moi, Une réflexion. que c'est une très mauvaise gestion de notre pays qui a été faite depuis ces 23 années. Et je me suis dit, j'ai été certainement pour quelque chose pendant les 10 années où j'ai travaillé pour le compte de ce système-là. J'ai aussi ma part de responsabilité. Mais je me suis dit, arrête. Je dois arrêter pour chercher à changer cela. C'est là que j'ai pris ma décision pour sortir, quitter le pays. Aujourd'hui, vous venez, comme vous dites, vous êtes opposant. Vous savez, comme depuis longtemps, l'opposition est diverse et variée. Est-ce que vous avez fait un choix ou bien vous êtes encore en train de réfléchir en vous disant dans quelle forme de lutte vous allez pouvoir maintenant mettre votre sceau, ou encore vous êtes simplement en train de vous dire pour l'instant d'abord je m'identifie et la décision suivra? En effet, j'ai pensé, et je pense encore, qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a suffisamment de forces tchadiennes, des opposants tchadiens à l'extérieur, qui sont susceptibles, en se regroupant, après réflexion, après enrichissement des idées, confrontation des idées, pour éviter, comme vous le savez, il y a quelques années déjà, l'opposition de l'extérieur, par une incompréhension en son sein, n'a pas réussi, ou a échoué, il faut le dire, de faire partir ce système-là. Depuis, je pense que ces leaders-là aussi ont beaucoup réfléchi. Ils doivent tirer des leçons. Personnellement, je viens apporter ma modeste contribution pour, avec ces leaders-là, d'abord, échanger, se comprendre, et puis décider ensemble pour éviter l'erreur qui a été commise par le passé. Mais d'ores et déjà, j'ai pris contact avec un certain nombre d'entre eux. Et je suis confiant là où je vous parle. À l'intérieur de notre pays, il n'y a aucune opposition susceptible d'apporter le changement. Nous sommes obligés d'être réalistes et de penser que même si le peuple tchadien a trop souffert de guerre,
nous sommes obligés aujourd'hui de dire que ce système-là ne peut être abattu que par la force. Parce qu'il emploie la force pour briser toute opposition à l'intérieur. C'est ça le problème. Moi, je voudrais simplement dire, qu'est-ce qui, selon vous, vous dites que l'opposition armée à l'extérieur, ou l'opposition tout court a échoué. Selon vous, quelle est la cause de cet échec? Vous avez parlé d'incompréhension en son sein tout à l'heure, mais est-ce que vous avez des indicateurs de pointe pour dire cette opposition-là, elle a échoué parce qu'elle n'a pas fonctionné de cette manière-là? Oui, vous avez raison de me poser cette question. Je ne détiens pas la clé de l'insuccès ou donc de l'échec, mais depuis, j'ai échangé avec des amis de part et d'autres, et certains qui ont même personnellement participé à un certain niveau à cette coalition de forces, selon leur dire, à un moment donné, surtout que l'opposition était dans N'Djamena, ce n'est même pas aux portes de N'Djamena, mais dans N'Djamena, cette opposition a échoué. Et ses amis m'ont dit que si c'est parce qu'il y a eu des dysfonctionnements ou des hésitations de certains de ces leaders, ou comme je disais tout à l'heure, je reviens à ce mot-là, d'une incompréhension entre eux, entre ces leaders-là, qui a fait que les choses ont échoué. Bien entendu, je ne peux pas affirmer, mais ces amis m'ont dit comment les choses, eux, ils les ont sentis, comment ils les ont sentis, ils ont senti cet échec-là. Nul n'est infaillible. Je leur fais confiance et désormais et dans l'avenir, je demande à tous mes compatriotes qui sont dans le même combat que moi d'être humbles et d'écouter son prochain. Et si l'on veut faire partir ce système, c'est ensemble qu'on va faire. Ni un groupe, ni une opposition toute seule ne peut réussir. Ni une tribu toute seule ne peut réussir. Si Idriss Déby est resté 23 ans au pouvoir avec de telles pratiques, des fois même il fait tuer des gens, et ils sont nombreux depuis 91, depuis la mort de Maître Bédi, depuis la mort de Bisso Mamadou, et le dernier c'est Ibn Omar Massaleh. Le système se maintient comme ça. Et ce système-là, pour le faire partir, il a pris racine déjà au Tchad, suffisamment. Et c'est avec l'aide des Tchadiens, des autres ethnies, de toutes les ethnies du Tchad. Il ne faut pas croire que Idriss Déby étant d'une ethnie donnée, que tous les membres de son ethnie, ils sont pour quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. On a connu le régime de Hissène Habré. Ce n'est pas pour autant qu'aujourd'hui, les membres de son ethnie sont mis en index. Ce n'est pas le cas. Donc, des Tchadiens, hommes et femmes, ont contribué au maintien de ce système-là avec son fonctionnement qui est condamnable. Son fonctionnement qui réprime la population, qui réprime toute liberté, qui empêche aux Tchadiens de s'exprimer. Voilà, je reviens pour vous dire que, en effet, je suis confiant. Nous allons, en ce qui me concerne, je vais concerter tous les amis leaders de l'opposition à l'extérieur, autant que je peux. On se met tous ensemble sur un certain nombre de points ou un projet pour lequel nous proposons aux Tchadiens, voilà ce que nous proposons. Si on abat ce système-là, nous vous proposons telle chose. Voilà notre programme. Et il faut que le maximum des opposants y adhèrent. On va faire en sorte qu'ils y adhèrent. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on se donnera les moyens de faire partir ce système-là. Si aujourd'hui, par rapport à l'interview qu'on vient de réaliser et que nous allons mettre
en ligne, on va pouvoir le publier. Sûrement, beaucoup de gens le liront. Les gens du régime, comme ils ont l'habitude d'ailleurs de regarder notre site matin, midi, soir, et à qui j'ai dit bravo quand même, puisque vous nous suivez avec tout ce qu'on dit, ils chercheront à vous approcher en vous disant: Monsieur Madali Tahir, en fait, on n'est pas au courant, nous sommes désolés, nous sommes prêts à réparer le préjudice qu'on vous a fait. Et si vous reconnaissez vos geôliers, nous sommes prêts à les juger, les mettre en prison et réparer les dommages. Quelle sera votre posture? Merci, Monsieur Mahamat. C'est une question très intéressante et je vais vous répondre très sincèrement. Je crois que c'est trop tard. Ma modeste personne n'a aucune valeur. Ce qui m'est arrivé, j'ai voulu vous l'expliquer parce que sûrement des dizaines de gens ont déjà vécu et d'autres vont en vivre certainement. Malheureusement, c'est le système qui est ainsi. Mais moi, mon engagement, je crois que ça vient de loin. Mon engagement, c'est ma conviction que le système est mauvais. Nous souffrons depuis toutes ces années de manque de liberté, d'injustice, de mauvaise gestion, et c'est tout le peuple, y compris ma modeste personne. Donc je ne suis pas opposant parce que j'ai été séquestré pendant quelques jours par le système. Mais déjà de mon vivant, j'allais dire, avant la séquestration, je sentais quotidiennement qu'on vivait mal. Ce manque de liberté, c'est quotidien. Ces injustices, je les vivais quotidiennement avec les Tchadiens. Et indistinctement. Donc c'est non. La réponse est non. Absolument. Et je suis résolument opposant au système d'Idriss Déby. Et je le combattrai de toutes mes forces. Croyez-moi. Donc vous finirez par ce mot. Absolument. Monsieur Madali Tahir Nanaï, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir choisi Tchad Anthropus en exclusivité pour pouvoir vous exprimer. C'est moi qui vous remercie et bonne chance et bon courage. Merci beaucoup. Vous avez été en direct sur Tchad Anthropus TV et nous sommes là pour vous servir. Merci et à très bientôt.